Quand tu me parles d'obstacles, eh ben, il faut savoir que j'ai d'abord été refusé au syndicat des professionnels de l'immobilier, donc au FNAIM. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut acheter de l'immobilier dans de l'investissement locatif dès à présent. Tout le monde peut aussi devenir propriétaire de sa résidence principale, qu'il l'ait fait, même s'il ne l'a pas fait étant jeune. Je pense qu'on peut le dire peut-être face à la vidéo. On peut le dire. C'est plus un secret. Voilà, la en question, tu es bien placé pour le savoir, puisqu'on est en train de s'associer pour la monter. Tout à fait. Voilà, tout donc à tes auditeurs, voilà, donc on ne peut pas évoquer. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode d'Imo Talk. Donc l'objectif est toujours le même, on part à la rencontre des acteurs clés du domaine de l'immobilier pour monter en compétences ensemble et prendre de l'expérience. Aujourd'hui, on accueille un invité très spécial car c'est le directeur d'une agence immobilière. Il va nous raconter dans un premier temps son parcours, il va nous expliquer qui il est et ensuite on parlera un peu de l'état du marché immobilier actuel et les prévisions pour 2024. Jocelyn l'Espagnol, comment tu vas Jocelyn? Ça va bien et toi Malcolm? Ça va super. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ta profession? Bah écoute, je pense que dans un premier temps, on peut dire que je suis ton ex-patron. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc non, j'ai 35 ans, dans une semaine 36. Je suis l'un des associés fondateurs du groupe Joya Immobilier, qui comprend différentes agences immobilières et puis des sociétés de courtage en crédit. On fait différentes activités, transactions, gestion, syndic et financement, immobilier, prêts professionnels, assurance de crédit, etc. etc. Donc c'est assez large. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? J'ai commencé l'immobilier en 2008, si je dis pas d'ânerie. Donc ça va faire oui, 15 ans que je fais ça. Et voilà, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, puisque mes parents se sont rencontrés dans une agence immobilière. Ah, voilà, donc dans une agence immobilière troyenne. Donc j'ai mangé de l'immobilier pendant toute mon enfance, donc c'était évidemment absolument pas ce que je voulais faire. Ouais, bah, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est là. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, comme on dit. Voilà. Ok. Et du coup, tu as fondé ta première agence à quel moment? Alors, au bout de 3 ans d'indépendant, donc j'étais agent commercial indépendant pour une agence sur 3. Je me suis aperçu que j'avais certes appris pas mal de choses au sein de cette agence, mais que j'avais d'autres ambitions, et donc j'ai souhaité ouvrir ma première entreprise. Et même si j'étais déjà en tant qu'indépendant entrepreneur, là c'était vraiment créer une entreprise, tu vois, quelque chose qui me dépasse, qui soit plus grand que moi. Okay. Et donc en 2015, j'ai créé ma première agence. Okay. Donc en fait, tu vois, je te dis 3 ans 2015, plus les 2 ans d'alternance, c'est plutôt 2010 en fait que j'ai réellement commencé l'immobilier. Okay. Voilà. Parce que j'ai aussi fait une alternance en profession immobilière comme toi. Top. La meilleure des formations. Du coup, au niveau du lancement de ta première agence, ça a été quoi tes plus gros défis quand tu as débuté? Bah, déjà, si tu te remémores un petit peu, je sais pas si tu t'intéressais déjà à l'immobilier en 2015. 2015, non, pas du tout. Moi, au début, j'étais dans un secteur qui avait rien à voir. Je voulais devenir vétérinaire. Ah oui? J'avais fait sciences de la vie, mais à côté, j'avais envie de commencer à investir. Et du coup, je me suis intéressé à l'investissement immobilier. C'est devenu une passion. Je me suis dit, pourquoi pas travailler directement dans le milieu après avoir acheté mon premier appartement, quoi. Ok, bah c'est fort, parce que moi je me souviens que je t'ai repéré sur Instagram, hein, c'est comme ça qu'on est rentré en relation au départ, parce que j'avais vu que tu te passionnais pour les questions d'immobilier, d'investissement, etc. Exactement. Donc je t'avais dit, si jamais tu cherches une agence un jour, viens. Mais j'avais aucune idée que tu avais volonté de devenir véto. Ouais, à cette époque c'était plus, je voulais devenir vétérinaire, mais je commençais à me passionner pour l'investissement immo. Ok, bon alors je te posais cette question parce qu'en 2015, si tu veux, le marché immobilier en ce qui concerne les agences immobilières était assez saturé. On avait beaucoup de confrères qui étaient présents sur la place. Il y avait un regroupement qui existe toujours qui s'appelle l'AMEPI, qui regroupait les plus grosses agences immobilières, on va dire, de la ville. Et c'était un groupement qui était assez...
je dirais, fermé aux nouveaux entrants. Je l'ai vu d'ailleurs quand j'ai créé ma première agence, parce que quand tu me parles d'obstacles, eh ben, il faut savoir que j'ai d'abord été refusé au syndicat des professionnels de l'immobilier, donc au FNAIM, puisque d'autres agences ont dit « Ah ben non, on veut pas un nouvel adhérent sur la ville de Troyes ». Ensuite, j'ai été refusé au réseau de l'AMEPI, donc le réseau des différentes agences immobilières de la place, au titre que mon agence était trop récente et que j'apportais pas assez de biens à vendre dans le pool de partage de ces biens à vendre. Donc je faisais face finalement à beaucoup d'obstacles et surtout de personnes installées qui ne souhaitaient pas forcément qu'un paysage immobilier déjà saturé de professionnels voit un nouvel entrant arriver sur la place. Donc ça a été assez difficile parce qu'au départ je me sentais du coup assez isolé et solitaire. Entreprendre seul en plus, parce qu'à l'époque j'avais pas de volonté à recruter tout de suite. Je quittais un emploi, un poste d'agent commercial indépendant où j'étais au sein d'une équipe et où j'étais managé, et ouvrir mon entreprise, c'était une manière pour moi de me gérer tout seul, de gérer mes clients, de leur offrir une forme de service avec plus de proximité et de qualité que ce que j'étais en capacité de faire là où j'étais auparavant, parce que je voulais y mettre mon âme et que ce soit moi qui soit... Cette agence, c'était moi, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Et c'est seulement quelques années plus tard, en 2017, donc tu vois, 2015 à 2017, j'étais tout seul, et en 2017, là, je me suis dit, ça y est, j'ai su créer quelque chose qui me ressemble. J'ai appris aussi de mes propres erreurs en tant que chef d'entreprise, parce que entreprendre dans une agence en tant qu'indépendant, et créer sa propre agence et la gérer tout seul, crois-moi, c'est pas la même aventure. C'est différent. Voilà, quand on est l'assistante, le manager, la personne en charge de l'informatique, la personne qui négocie les contrats, etc., etc., on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai 2015-2017 eu un peu ce sentiment d'être isolé. Alors j'avais la chance d'avoir, comme je te l'ai dit, des parents qui étaient de l'IMO. Donc on a pu échanger sur un petit peu tout ce que je rencontrais comme problématique. Mais en 2017, j'ai recruté. Et là, j'ai appris quelque chose de nouveau, c'était le management. Et crois-moi, ça aussi, ça m'a posé certaines difficultés et certains obstacles à surmonter sur moi et ma relation aux autres. D'accord. Mais du coup, tu me disais tout à l'heure que tu voulais pas du tout faire de l'immobilier de base, vu que tes parents, ils étaient dedans. Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire quand même de l'immobilier ? Alors, je voulais surtout pas faire de l'immobilier parce que j'ai surtout vu beaucoup mes parents inquiets, stressés. Mon père était aussi investisseur et donc ça générait beaucoup de discussions en famille. Et donc moi, je m'imaginais plutôt dans le commerce. J'ai fait d'abord une prépa à Paris et ensuite une école de commerce. Finalement, j'ai arrêté la prépa en cours, j'ai arrêté l'école de commerce en cours, tu vois. Donc, mais c'était pas ce qui me convenait. C'était le rêve aussi de mes parents qui m'ont beaucoup poussé sur cette voie. Et moi, je m'imaginais voyager, faire des affaires à l'international, ce que tous mes potes en fait que j'ai rencontrés d'ailleurs en prépa et en école de co font aujourd'hui. Ils sont tous quasiment à l'étranger, en tout cas mes plus proches amis que je me suis fait là-bas. Petite pensée à eux. Voilà. Et donc, je m'imaginais dans ce contexte. Et tu sais, les premiers stages que tu dois faire, que ce soit dans ton lycée ou après en école de commerce, tu les fais d'abord là où tes parents ils ont des connexions, en règle générale, quand ils peuvent t'offrir cette chance de rentrer en relation avec quelqu'un. Et comme mes parents connaissaient tout le milieu de l'immobilier, j'ai fait mes premiers stages dans l'IMO. Et finalement, quand tu subis pas l'immobilier en famille, mais que tu le vis en étant dedans, c'est plus le même rapport, voilà. Et j'ai apprécié cette relation aux clients, j'ai apprécié cette relation aux gens, j'ai apprécié la technique. Moi, dans l'immobilier, j'aime beaucoup, alors que ce soit la technique commerciale et aussi le savoir-faire, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour comprendre les projets des gens et leur motivation, mais aussi qu'est-ce qu'il faut savoir pour mieux appréhender le bien immobilier en lui-même, ce qui le compose, qu'est-ce qui détermine son prix, etc., etc. Je comprends. Du coup, à ce niveau-là, en parlant de tout ce qui est savoir-faire, etc., quel conseil aurais-tu à nous donner pour bâtir en fait une relation de confiance, pour bâtir une réputation solide, comme celle de ton agence, dans le domaine de l'immobilier, pour quelqu'un qui voudrait éventuellement monter une agence ou un autre type d'entreprise?
si je peux, moi je généraliserais bien ta question parce qu'en fait, quel que soit le type d'activité que tu exerces, que ce soit l'immobilier ou une autre, je pense que la notoriété de ta boîte, elle dépend d'une seule chose, c'est l'intransigeance que tu peux avoir envers toi-même d'abord en tant que patron, et puis aussi quelque part envers les premiers collaborateurs qui rejoignent ton entreprise. Moi, je me suis aperçu que ça a été très dur de créer un noyau de gens qui se rassemblent autour de moi et qui me ressemblent dans l'exigence qu'ils ont envers eux-mêmes et la qualité du service qu'ils délivrent. Donc c'est pour ça qu'on parle même à mon niveau plutôt d'intransigeance. Je sais que certaines personnes, au départ, surtout quand je te parlais des premiers premières expériences de management que j'ai eues, voilà, me disaient tu pardonnes rien, parce qu'en fait les gens ne nous pardonnent rien. Donc pour créer une belle notoriété dans ton entreprise, il faut d'abord faire preuve d'exigence envers toi-même et en faire aussi preuve vis-à-vis de tes collaborateurs dans le service qu'ils délivrent et être tout le temps sur le qui-vive de ça. Et encore aujourd'hui, comme on est beaucoup plus nombreux, c'est beaucoup plus difficile de maintenir le même niveau d'exigence et de compétence chez tout le monde. Ça nécessite, certains individus ont des appétences naturelles pour certains aspects du métier et puis d'autres moins, et on doit aller chercher là où ils sont forts pour les aider à mettre ça en avant et à faire que les gens leur fassent confiance pour ces raisons-là, mais aller chercher là aussi où ils sont un peu plus faibles, voire défaillants, et dans ce cas-là, soit leur apporter ce dont ils ont besoin par la formation, soit suppléer carrément leur défaillance en ayant des gens qui peuvent répondre présents pour aider d'un point de vue commercial, d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif. Donc savoir s'entourer, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est l'exigence, parce que on est peu et ça repose sur les épaules de chacun. Tu vois, à ce moment-là, quand quelqu'un faisait une erreur, c'était Jocelyn qui faisait une erreur. Tu vois, c'était tout de suite moi, et en plus, comme mon nom de famille était porté par mon père qui était dans le même métier que moi, enfin en tout cas dans la même, pas forcément dans le même métier puisqu'il est marchand de biens et que moi je suis agence immobilière, si on peut dire, mais en tout cas dans le même paysage professionnel, tu vois, c'était trop dur pour moi, je pouvais pas supporter ça, donc on avait ce niveau d'exigence pour les collaborateurs. Et puis ensuite, en 2018, j'ai pris Cindy comme assistante, qui nous a rejoint, que tu connais, qui est aujourd'hui la directrice administrative du groupe. Et 2018, quand elle est venue en tant qu'assistante, c'était c'était elle ou personne pour moi, parce que je la connaissais, j'avais déjà travaillé avec elle, et je savais que son niveau d'exigence et de qualité de service équivalait à ce que moi je mettais en place dans mon entreprise. Et donc savoir s'entourer, c'est vraiment le deuxième pas après l'exigence envers toi-même et envers ton premier noyau. C'est quel staff tu mets autour, quel accompagnement va être délivré par ces gens-là, celui que tu délivres toi-même. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il colle avec tes valeurs, qu'il colle avec ta vision. Voilà. Je comprends. Et au niveau de... Là, je vais recentrer plus, je veux dire, sur le côté entrepreneurial. Tu me disais que tu gérais l'agence immobilière, mais également d'autres entreprises. Des entreprises, on va dire, complémentaires. C'est quoi le plus gros avantage à ça ? Alors, il faut savoir que je gère pas tout seul, déjà. Juste pour remettre un petit peu de contexte, on est plusieurs associés. Et quand tu me dis je gère l'agence et d'autres entreprises, en réalité, on participe entre associés à la stratégie des différentes structures. Et c'est vrai que comme je suis à l'initiative de beaucoup des évolutions dans le groupe, c'est moi qui prends un peu parole sur tous les sujets, mais j'ai des associés qui sont très présents et qui sont notamment aux commandes des entités qui sont pas à trois, parce que je peux pas gérer partout, que ce soit à Nogent-sur-Seine et bientôt à Romilly avec l'ouverture de l'agence de Romilly, ou en Île-de-France avec les agences de Paris et de Vitry. Je peux pas gérer tout et être partout à la fois, donc j'ai des associés qui sont très solides pour la partie IMO sur ces agences-là. Et puis en courtage, c'est tout simplement le professionnel. Mon associé, c'est Florian. Et en fait, la compétence, c'est lui qui l'a. Donc, je voulais juste préciser ça parce que c'est important que face à la caméra, on n'entende pas que je gère tout. Exactement. Ils sont bien là. Et je pense que tu vois, mine de rien, 2015, première agence, 2017, premier recrutement, 2023, 4, bientôt 5 agences immobilières, 2 structures de courtage et puis d'autres activités en parallèle, puisque on a d'autres sociétés dans l'investissement, dans la partie, on va dire, technique de l'habitation et puis bientôt dans la conciergerie. Tout ça, c'est possible que parce que je me suis entouré, alors certes de collaborateurs, mais aussi d'associés solides.
Maintenant, ta question, c'était... c'est quoi l'avantage d'avoir on va dire d'être associé sur tout ce groupe? C'est ça, exactement. Alors, je t'ai parlé du service client. Donc, si tu veux, pour moi, il y a un premier avantage, c'est de l'accompagnement que l'on propose maintenant aux clients, il est complet. Alors, peut-être pas aussi complet que je l'imagine dans ma tête, parce que, tu vois, il nous manque une petite partie. Pour que je sois satisfait, il faudrait qu'on ait la partie travaux. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne nos clients du B à bas de leur projet, c'est-à-dire j'achèterai peut-être un bien immobilier ou je vendrai peut-être un bien immobilier. Et donc, dans cette réflexion-là, ils approchent généralement soit l'agent immobilier, soit le courtier en financement. Ensuite, ils ont les gestionnaires pour la partie mise en location. Donc avec la partie technique de l'habitat, on travaille avec quelqu'un pour toute la partie diagnostic immobilier. Et puis bientôt, s'ils souhaitent louer un Airbnb, on pourra aussi les aider sur ce sujet avec la conciergerie. Je pense qu'on peut le dire peut-être face à la vidéo. On peut le dire. C'est plus un secret. Voilà, la conciergerie en question, t'es bien placé pour le savoir puisqu'on est en train de s'associer pour la monter. Tout à fait. Voilà, donc à tes auditeurs, voilà, donc on ne peut pas évoquer le groupe et ses évolutions sans en parler aujourd'hui, puisque celle qui est en cours et sur laquelle nos équipes bossent au marketing, c'est ce qu'on est en train de construire toi et moi. C'est ça. Voilà, donc félicitations pour ton parcours, parce que tu es arrivé comme alternant dans le groupe, tu as pris beaucoup d'initiatives au sein de la location et tu as fait un excellent travail. Gentil, et puis maintenant, voilà, on est en train de créer quelque chose ensemble, donc c'est génial. Et l'intérêt, tu le vois bien, puisque comme je te le dis, voilà, on est sur des services qui sont complémentaires, donc on a un premier avantage à présenter, c'est pour les clients. C'est dans l'accompagnement qu'on propose. Après, pour moi, l'avantage, le deuxième, il est pour les gens qui composent la société, puisqu'on a des solutions avec des experts de chaque métier à portée de main de chacun des collaborateurs. Donc la personne qui est en courtage, elle a qu'à tendre la main, elle peut ramener l'agent immobilier, elle peut ramener un diagnostiqueur, elle peut ramener toi demain pour la partie Airbnb, pour aider à monter le plan de financement de son client. Et puis la personne qui est en immobilier demain et qui est face à quelqu'un qui a des problématiques immobilières, mais qui doit aborder le volet financier ou qui doit aborder quelque chose de plus technique dans le bâtiment ou autre, il va avoir aussi les experts à aller chercher. Et en fait, ça n'a pas de prix. Et pour le recrutement, tu vois, pour attirer les gens qui ont des ambitions et pour fidéliser les collaborateurs, eh bien, le fait d'avoir cette synergie de service et de pouvoir s'appuyer sur les différents experts pour maximiser les chances d'aboutir au deal, puisque finalement, comme on accompagne mieux le client et qu'on conseille aussi chacun des collaborateurs sur les autres aspects et sur les autres métiers, on aboutit le deal plus facilement. En plus de ça, il y a une composante supplémentaire, c'est que moi, agent immobilier chez Joya, quand je fais appel à la gestion locative ou au courtage en crédit et que je leur envoie le client que j'ai démarché dans le cadre de mon métier d'agent immobilier, il me rémunère. Donc, si tu veux, il y a aussi une source de revenus complémentaire pour les gens qui composent l'entreprise. Donc, tu vois, pour moi, il y a vraiment que des avantages à travailler sur différents métiers. Alors, certes, ça implique que je jongle dans la même journée parce que je parle à une personne, puis à une autre, et chacune fait une activité différente dans une boîte différente. Donc, parfois, t'as un petit peu le cerveau qui peine à voire qui déconnecte. Tu sais que c'est le cas puisqu'on avait rendez-vous aujourd'hui pour tourner la vidéo et que avant de descendre pour la tourner, je t'ai dit mais en fait pourquoi on se voit pourquoi on se voit, je sais plus pourquoi on se voit. Donc voilà. Donc il y a des avantages, il y a des complexités dans l'articulation de tout ça, et c'est pour ça que souvent on se voit pour ajuster et ce qu'on appelle itérer, puisqu'on est un petit peu sur le modèle d'une start-up où en fait on crée beaucoup de choses et on surveille que les services qu'on propose fonctionnent et créent de l'adhésion, sinon on pivote et puis on itère, c'est-à-dire on refait, mais on refait mieux et on amène par incrémentation des nouveaux services, des nouvelles méthodes d'accompagnement pour que nos clients soient de plus en plus satisfaits. Top, voilà. Vraiment top. Je me demandais aussi du coup, est-ce qu'à côté de toute cette partie entrepreneuriale, est-ce que tu investis également un peu dans l'immobilier ? Je pense que tu le sais, tu poses cette question pour le public, mais tu m'as suffisamment entendu, parfois même râler ces derniers temps au sujet des investissements. Donc oui, j'investis à titre personnel. On investit aussi avec mes différents associés sur nos murs professionnels et sur d'autres biens destinés à la location. Jusqu'à présent, de la location nue, meublée ou commerciale. Et puis prochainement, du Airbnb accompagné par la conciergerie. D'accord. Au niveau de tes investissements immobiliers, tu as commencé comment ?
Alors j'ai commencé par acheter ma résidence principale. Je sais qu'il y a beaucoup de conseils qui disent investissez avant d'être propriétaire. Moi j'ai souhaité être propriétaire d'abord d'un chez moi. En plus ça me semblait hyper cohérent avec mon métier, tu vois, de ne pas avoir la propriété de ma résidence et donc de payer un loyer à quelqu'un d'autre. Ça me générait une certaine frustration. Je comprends. Donc j'ai commencé par ça. À l'époque où j'ai acheté mon premier bien immobilier, j'étais indépendant, peu de revenus et peu de bilan. Surtout j'avais que 2 bilans à mon compteur, tu vois. En tant qu'agent commercial indépendant. Mais bon, j'ai d'abord acheté mon premier appart. J'avais 2 bons bilans. Voilà, j'ai démarré mon activité d'indépendant. Et puis ensuite, j'ai fait mes premiers investissements locatifs. Alors, il faut savoir que finalement, je trouve que j'ai assez tardé. Pour moi, j'aurais pu démarrer plus tôt, tu vois, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai baigné dedans, j'ai connu ces problématiques-là pour mes parents, et finalement, avec les études de commerce que j'ai faites en plus, j'avais quand même une certaine appétence pour les chiffres, tu t'en doutes bien, donc j'aurais pu démarrer plus tôt, mais ça prend du temps. J'ai même des amis qui en ont fait un métier de l'investissement immobilier, et mine de rien, monter une boîte, quelle qu'elle soit, ça prend beaucoup de temps aussi, et je me suis retrouvé face à un dilemme, c'est où est-ce que je mets mon investissement personnel, et puis je l'ai mis plutôt dans les structures, au détriment du coup du patrimoine, et puis ces derniers temps, comme on commence à avoir suffisamment de relais d'un point de vue managérial et dans les équipes, on a un petit peu plus le temps de se pencher sur les projets d'investissement. Je dis on parce que je fais toujours les miens, mais aussi beaucoup avec mes associés, et donc du coup, tu vois, cet équilibre est en train de s'inverser. Et puis, on a quand même la chance d'avoir une quarantaine de personnes sur le terrain dans la région, rien que dans l'Aube. Et puis après, on a Paris, si jamais on veut y aller aussi, avec pas mal de réseaux là-bas. Donc, ces gens-là ont des antennes, et leurs antennes, elles captent tout ce qui se passe. Et donc, voilà, on est en train d'accélérer. Maintenant, te dire comment ça s'est passé... à l'époque, avec 2 bilans, c'était aussi un autre marché, tu vois. C'était différent d'aujourd'hui. Voilà, les banquiers d'aujourd'hui, alors pour certains sont les mêmes, mais en tout cas les discours ont changé. Moi, ça s'est bien passé. J'avais des beaux bilans quand même avec une augmentation de chiffre d'affaires, mais tu vois, aujourd'hui, en tant qu'indépendant, même avec 2 bilans corrects, je sais pas quel accueil on aurait face à un banquier en tant que primo-accédant. Il en faudrait peut-être 3, parce que la règle, c'était plutôt 3, même déjà à l'époque. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils vont pas se tenir stricto sensus à la règle et puis, non seulement il en faut 3, mais il faut montrer patte blanche avec probablement de l'épargne. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes ou des personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier ? Alors, je sais que ton créneau à toi, par rapport à ton âge, c'est de t'adresser aux jeunes, mais en effet... c'est pour ça que j'essaie de... Moi, je suis moins jeune que toi déjà, et puis je pense que l'investissement l'immobilier, n'a pas d'âge. C'est vrai, Il sert différents objectifs. Le premier, c'est la transmission, c'est-à-dire se créer un patrimoine pour plutôt mettre à l'abri les générations futures, puisqu'on va gérer ensuite la transmission de ce patrimoine. Le deuxième, c'est le complément de retraite. On va générer un petit peu de cash flow par le patrimoine dans lequel on a investi, ou si c'est pas du cash flow immédiat, de toute façon, une fois qu'il est fini de payer et complètement amorti, on en perçoit les loyers pour notre future retraite, et puis dans un contexte où les retraites sont un petit peu remise en question, je pense que c'est bien de le faire le plus tôt possible. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut acheter de l'immobilier dans de l'investissement locatif dès à présent. Tout le monde peut aussi devenir propriétaire de sa résidence principale, qu'il l'ait fait, même s'il ne l'a pas fait étant jeune. C'est ça que je veux dire. Maintenant, un conseil, je dirais que le premier conseil, c'est de prendre son temps, d'analyser le marché sur lequel on veut investir et d'en devenir un vrai connaisseur. Parce que la difficulté, souvent, c'est de se dire, par exemple, je réside en région parisienne. J'ai pas les moyens d'investir dans l'immobilier locatif en région parisienne, et a fortiori, j'ai même pas les moyens de devenir propriétaire, parce que, je sais pas, pour 1 500 € de loyer, je paierais peut-être quasiment 3 000 € de crédit si je devais être propriétaire du bien que je loue. Donc tu vois, là où je mets les 1 500 € de loyer et où je suis au taquet, évidemment je vais pas pouvoir mettre les 3 000 € de crédit. Donc il y a beaucoup de gens de région parisienne qui sont locataires de leur résidence principale et qui viennent en province, donc dans l'Aube particulièrement, acheter de l'immobilier locatif. Sauf qu'ils arrivent dans un marché qu'ils connaissent pas. Et ils font parfois l'erreur d'être entraînés sur des acquisitions qui sont pas en adéquation avec la réalité du marché local. Donc prendre son temps pour être connaisseur du marché sur lequel on va ou sur lequel on est,
C'est mon premier conseil. Et puis ensuite, il faut vraiment se renseigner sur la partie faisabilité de son projet d'un point de vue financier. Pour ça, nous, on a les courtiers qui accompagnent, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on peut très vite être stoppé par le banquier, faute d'avoir anticipé la quantité d'épargne qu'il nous faut, ou la bonne manière de présenter les comptes, ou la contrepartie que le banquier va nous demander, puisque maintenant on est dans la négo jusqu'à, faut domicilier les comptes bancaires dans la banque qui nous finance, mais il faut parfois aussi y prendre des assurances, y prendre X ou Y produits autres pour que le banquier s'estime suffisamment rentable à nous prêter de l'argent. Donc tu vois, moi j'ai vraiment vu une inversion de tendance. Il y a 1 an et demi, on faisait quasiment un prêt par mois, on nous appelait pour nous dire alors c'est quand le prochain. Aujourd'hui, pour réussir à faire un prêt par trimestre, il faut que je passe un trimestre à le négocier, quoi. Voilà. Okay, donc, je comprends, ouais, c'est complètement différent. Et du coup, on parlait justement du marché. Toi, j'ai remarqué qu'on avait tout le monde a dû le remarquer, il y a une diminution du nombre de transactions. Est-ce que toi tu le ressens au niveau des agents qui travaillent au sein de ton agence? Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors ce que je ressens, c'est que le marché s'est durci et que l'agent immobilier d'aujourd'hui n'a plus le choix que de monter en compétences. D'accord. Il a dû monter en compétences très rapidement d'un point de vue discours, d'un point de vue savoir-faire, mais aussi d'un point de vue accompagnement de l'acheteur, puisque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette période un petit peu tendue de mi-2022, là où les taux ont commencé à croître de manière accélérée, on se focus dans l'immobilier que sur le vendeur. Le nerf de la guerre, c'est trouver des vendeurs qui vous font confiance et qui vous confient un bien à vendre. C'est d'autant plus vrai en région parisienne, tu vois. Et puis ensuite, l'acheteur, il vient. Il finira par appeler. Et puis, de toute façon, comme il y en aura plusieurs, il sera quelque part obligé d'acheter là où est le bien immobilier. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu la logique. Ouais. Alors, je dis pas que c'était la nôtre, mais c'était la logique de marché des professionnels de l'immobilier. Et donc, on disait tout le temps, concentre-toi sur le vendeur et puis perds pas ton temps avec les acquéreurs qui sont pas forcément certains de ce qu'ils veulent ou pas sereins sur leur capacité à acheter, on va les laisser mûrir et puis leur projet à un moment ou à un autre il sera réalisable et à ce moment-là on sera présent. Aujourd'hui il faut accompagner ces acquéreurs dès le début de la réflexion et ça a nécessité de développer des compétences supplémentaires et des services. Et là où on a été fort nous, c'est que comme on avait anticipé dans l'ouverture de la partie courtage, on a pu opérer ce virage avec probablement un peu plus d'efficacité ou de rapidité que certains professionnels qui faisaient appel à des prestataires presque inconnus d'eux, ou en tout cas dont la seule relation qu'ils avaient avec c'était je t'envoie un prospect et j'aimerais bien une rétro-commission en échange. Là nous on a travaillé ensemble main dans la main à créer un parcours pour les clients qui permettent de maximiser leur chance d'acheter. Donc il a fallu opérer ce virage dans le savoir et dans l'accompagnement. Maintenant il est certain qu'on a perdu des collaborateurs dans l'immobilier chez Joya, mais aussi dans l'ensemble des agences immobilières, parce que le marché s'est durci. Et donc des collaborateurs qui, notamment, avaient intégré la profession de l'immobilier post-Covid. Donc dans un marché hyper liquide, hyper euphorique, où tu rentrais un bien, même à un prix qui n'était pas en adéquation avec ce qu'il valait, tu avais des appels, tu avais des sollicitations, et probablement tu arrivais même à le vendre. Sur un malentendu 10, 15, 20% au-dessus du prix qu'il aurait réellement valu, mais parce que les gens étaient dans cette euphorie, avaient été cloîtrés chez eux pendant un an et demi, et voulaient absolument acheter un autre bien avec plus de confort, avec un extérieur. Et donc, on avait une facilité à faire. Et d'ailleurs, les clients nous le reprochaient parfois, puisqu'ils nous disaient, vous intervenez, vous ouvrez la porte 2 fois, c'est vendu au prix. On n'a pas senti vraiment le professionnel et l'accompagnement du professionnel. Par contre, on a bien senti passer la facture de commission d'agence. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, là aujourd'hui c'est plus le cas. Que ce soit dans le courtage, que ce soit dans l'immobilier, les gens ils savent pourquoi ils payent des honoraires. Ils savent qu'ils ont un professionnel qui va non seulement les accompagner dans leur projet de vente, mais aussi dans leur projet d'achat, qui va traiter plein d'obstacles qui existaient déjà avant, mais qui sont exacerbés aujourd'hui. Que ce soit technique par rapport au bâtiment en lui-même, on a la loi climat, les passoires thermiques, etc. Que ce soit financier avec les difficultés qu'on rencontre avec les partenaires bancaires, qui sont pas toujours responsables d'ailleurs des difficultés, puisque c'est un contexte de marché, c'est des normes qu'ils doivent respecter, c'est des consignes du gouvernement ou du Haut Conseil de la stabilité financière. Enfin, voilà, donc on est obligé d'accompagner plus, et donc en fait nos honoraires représentent cet accompagnement. Tu vois ce que je veux dire? Ok, si je vois. Voilà. Maintenant, c'est la première année aussi
chez Joya en tout cas, où on va avoir autant de personnes qui dépassent, alors je vais te parler en chiffre d'affaires, donc ça va rien vouloir dire, qui dépassent la centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires par collaborateur, donc on va dire qui dépassent les plus d'une vente par mois dans l'immobilier, dans notre secteur, parce que le contexte de marché à Troyes, c'est que en moyenne, on est sur une commission d'agence à 8 000 euros hors taxe. Donc, pour dépasser 100 000, voilà, faire 12-13 ventes, donc un peu plus d'une vente par mois. Donc, c'est la première année où on a autant de monde dans le groupe qui va y arriver. Donc, le marché s'est durci, mais comme on a monté tout le monde en compétences, bah, finalement, on a perdu quelques collaborateurs qui n'ont pas su opérer le virage parce que c'était pas forcément fait pour eux ou parce qu'ils avaient d'autres ambitions. Mais on a aussi cette montée en compétences a fait qu'on a assuré chez certains des beaux développements de chiffre d'affaires. Et puis il y en a encore beaucoup d'autres qui en ont sous le coude. Et je pense que voilà, leur professionnalisme grandit et que du coup leur accompagnement s'améliore et qu'ils vont aussi réaliser des belles perfs. Donc on est plutôt content, tu vois, de ça, des individus. Maintenant, au niveau du groupe, on est comme tout le monde, on a vu le ralentissement. J'ai eu la chance de parler récemment à Philippe Pichery, président du département et du conseil départemental. Et donc, en discutant avec lui, il me dit, attention, nous, on perçoit ça aussi au travers d'un manque à gagner, puisque une partie des frais de mutation, à chaque transaction, il y a des honoraires, des frais de notaire, pardon. Les frais de notaire, ce qu'on appelle vulgairement les frais de notaire, en fait, c'est plusieurs taxes, y compris dans les droits de mutation, une taxe qui revient au département. Et il me disait, nous, on le voit, on accuse le coup, puisque le ralentissement du nombre de transactions, c'est les acteurs économiques qui sont dedans, c'est-à-dire les agences immobilières, les courtiers en crédit, les notaires qui en souffrent, mais aussi toutes les collectivités qui touchent une partie des taxes liées aux ventes. Voilà. Donc c'est une vraie réalité. D'accord. Et au niveau de toi personnellement, est-ce que tu aurais des exemples concrets d'échecs ou de réussites qui sont liés aux événements actuels, à tous les changements qu'a subi le marché immobilier? Alors oui, on a des exemples. Alors si je dois commencer par un échec... aujourd'hui, c'est la première année où, avec certains de mes associés sur un projet d'investissement immobilier, on se retrouve face à plusieurs refus de prêt consécutifs. D'accord. Parce que même avec la connaissance du marché immobilier, parce que c'est notre métier, et donc avec des projets intéressants et rentables qu'on propose, maintenant, ils vont plus creuser sur l'endettement général, plus exiger de garanties, de contreparties, et donc parfois c'est un discours de façade qui est positif et où on y dit oui, et puis finalement la personne qui décide pas toujours celle que même nous on a en interface, alors que pourtant on essaye d'être face à des décideurs, des directeurs, etc. Mais on s'aperçoit qu'au cours des 10 dernières années, les directeurs ont été dépossédés d'une partie de leur pouvoir de décision finalement, et que ça remonte ensuite à ce qu'on appelle les engagements, donc c'est-à-dire les gens qui étudient vraiment le dossier sur pièce, et on sort un petit peu de l'aspect contexte de marché local et puis relation personnelle avec le demandeur de crédit, donc nous en l'occurrence, et donc face à ces gens-là, parfois on échoue sur la simple présentation du dossier. Donc c'est la première fois, donc ça c'est un exemple. Alors j'espère que cet exemple il va finir sur une bonne nouvelle, puisque on a eu certes deux refus sur un dossier, mais on a quand même une banque qui a priori est intéressée à le faire, donc j'espère que ça va finir sur une note positive. Pour une question, on est censé avoir la réponse demain, donc au moment où la vidéo sera publiée, peut-être qu'en commentaire je mettrai la bonne nouvelle, on a eu le crédit. Voilà. Après, des exemples où le contexte de marché nous a été favorable, je dirais que justement, je te parlais tout à l'heure de la commission de l'intermédiaire, qu'il s'agisse de l'intermédiaire agent immobilier ou de l'intermédiaire courtier en crédit, était sujet à discussion dès lors que le marché est hyper liquide et facilitant, et où finalement on voit moins la valeur du conseil qu'apporte le professionnel. Et aujourd'hui, la valeur perçue de ce qu'on fait, je trouve qu'elle est en adéquation avec les efforts qui sont finalement
Alors peut-être un petit peu supérieur maintenant parce qu'en effet il y a une crainte ambiante et donc on doit rassurer les gens et les accompagner peut-être plus en profondeur, mais malgré tout le métier a pas diamétralement changé et donc il y a quand même des efforts qui sont faits, qui sont les mêmes qu'avant la crise et qui étaient moins valorisés avant, mais où maintenant les gens nous sont très reconnaissants de les mettre en place et de leur expliquer surtout aussi les choses. Et donc je dirais que l'aspect positif que moi je ressors de cette crise, c'est le fait qu'en tant qu'intermédiaire, on a remis l'intermédiaire en fait au centre des échanges immobiliers ou financiers et on est beaucoup plus légitime aujourd'hui et notre rémunération n'est plus tant le sujet à débat, mais plutôt la qualité de notre accompagnement, ce qui devait être pour moi le cas dès le départ, ce qui était ma motivation à créer ma boîte au départ, c'était ça, c'était de dire on va là parce qu'on veut ce gars-là et l'accompagnement qu'il peut nous donner. Et là aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de mettre en place et ça c'est cool. D'accord. Top. Et comment tu vois du coup, au vu de tout ça, comment tu vois l'avenir du marché immobilier peut-être pour 2024 ou plus tard? Parce que là, on a un petit ralentissement du marché. Tu penses que ça va aller dans quelle direction? Attends. Alors je vais me cacher derrière quelqu'un d'autre parce qu'en fait on a eu cette discussion lundi avec justement le dirigeant de courtierencrédit.com. D'accord. Donc la partie courtage, donc Florian Savary pour pas le citer. Donc si jamais la boule de cristal de Florian n'est pas la bonne, ne m'écrivez pas. Non mais en fait on est assez aligné là-dessus. On a une fin de 2023 qui va être dans la continuité de ce qu'on a connu jusqu'à présent, avec potentiellement quelques augmentations de taux encore à venir. C'est un potentiel même plutôt plus. Hein. Voilà, ça va continuer encore un petit peu. Par contre on le voit dans les journaux à l'heure actuelle, les pouvoirs publics sont en train de s'intéresser à un assouplissement des conditions d'octroi de crédit. Donc si maintenant ils en parlent, le temps que ça se mette en place, etc., avec l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui, qui est plus favorable à une éventuelle baisse de taux, eh bien on anticipe une baisse de taux début 2024 et potentiellement un assouplissement des conditions d'octroi de crédit. Donc ça, c'est 2 feux verts pour la reprise du nombre de crédits. Et c'est en fait directement lié, puisque deuxième trimestre 2023 par rapport à deuxième trimestre 2022, moins 52% de production de crédit immobilier en France. Oui, ouais, voilà. C'est significatif. Ouais, okay. D'accord. Donc si tu veux, automatiquement, même si tous les gens qui ont du cash le mettent sur la table pour acheter un bien immobilier, ça complète pas le manque des 50% de personnes qui sont privées d'achat parce que c'était les 50% de crédit en moins qu'on n'a pas octroyé. Donc cet assouplissement-là devrait entraîner une reprise de marché, mais c'est toujours pareil. Si on commence à en parler maintenant, qu'on la met en place pour début 2024 et qu'ensuite elle soit actée, enfin tu vois, on parle plutôt d'un horizon de 6 mois à date d'aujourd'hui, fin septembre. Donc ça c'est comme ça que je vois les choses. On verra si l'avenir me donne raison. En tout cas, il faut tenir. Ça veut dire il faut tenir. C'est un message que j'adresse à tous les professionnels de l'immobilier qui peuvent m'écouter ou à tous les professionnels du financement. Il faut tenir. On va vers une embellie de marché. Il faut se dire aussi que ça nous aura permis de faire le ménage peut-être aussi au sein des professionnels qui bénéficiaient d'un contexte ultra favorable post-Covid et puis qui surfaient sur une vague où finalement, on le disait tout à l'heure, le professionnalisme n'était pas forcément à la hauteur des honoraires qui étaient demandés. Et maintenant, on est obligé d'être à la hauteur et il faut que ça continue. Il faut que, même si une embellie de marché se profile, on continue à avoir ce niveau d'exigence et d'intransigeance que j'évoquais tout à l'heure envers nous-mêmes, déjà pour que l'ensemble des clients voient la profession redorée, et c'est comme ça qu'on doit sortir. On doit sortir grandi. Voilà. Bah, ça fait une excellente conclusion. Un grand merci à toi en tout cas du temps que tu nous as accordé. Et à très bientôt sur la chaîne, j'espère. Merci, avec plaisir. Ciao. Ciao. C'était Malcolm Kani. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Laisse également un petit commentaire dans l'espace commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.